Vous êtes bien sûr I24, merci de nous être fidèles. J'ai des chroniqueuses assez incontrôlables sur le plateau. Betsabe Salem, Sandy Fortis, bonjour, merci d'être avec nous. Betsabe, on comprend pourquoi vous êtes incontrôlable. On va parler de Barack Obama. C'était son dernier discours du State of the Union aujourd'hui. Mais on va parler de Barack Obama sous un autre angle. Barack Obama, l'homme, pas qu'un homme politique impeccable, le président des États-Unis qui a su montrer des émotions, des gaffes aussi parfois. J'aurais dû faire le sac symbole en fait, Nathalie, vous me faites penser. Alors Obama, c'est par exemple le président des enfants, comme lors d'une cérémonie, regardez, en hommage aux policiers disparus à Washington, c'était en mai 2015, ou encore autre cliché parmi tant d'autres avec Ella, c'est la fille de son conseiller à la sécurité, Ben Rhodes, dans le bureau ovale de la Maison Blanche. Bref, dès qu'il croise un bébé ou un enfant, eh bien le démocrate craque et n'hésite pas à le prendre dans les bras, voire à jouer avec lui. Et de la même façon, eh bien, plus qu'un autre politique, Obama est aussi particulièrement éprouvé lorsqu'il arrive quelque chose aux enfants. Séquence émotion, c'était la semaine dernière, quand le président des États-Unis fond en larmes en évoquant les 20 enfants abattus par un déséquilibré en décembre 2012 à l'école de Sandy Hook. Regardez, Barack Obama. Every time I think about those kids, it gets me mad. And by the way, it happens on the streets of Chicago every day. Courageux, les larmes pour un président. Émotion, humanité, et qui dit humanité dit, comme vous l'avez dit aussi, eh bien gaffe aussi, comme lors de sa rencontre avec Aung San Suu Kyi, dont le président des États-Unis a admirablement écorché le nom à plusieurs reprises. Courtoise et très classe. On l'a presque tous fait en même temps. Oui, mais lui, c'est le président des États-Unis. Courtoise et très classe, la chef de l'opposition birmane n'a bien évidemment pas relevé. Gaffe qui d'ailleurs aurait presque pu passer inaperçue si, à la fin de sa conférence de presse au domicile de la dame de Rangoon, eh bien, Barack Obama ne l'avait pas enlacé et accessoirement embrassé. On rappelle qu'en Asie du Sud-Est, il est plutôt de coutume de se saluer en joignant les mains. Les contacts physiques et les effusions sont, eux, évités. C'est très lié en fait avec la chronique que vous avez faite tout à l'heure sur les cours de culture des migrants. En fait, tout se recoupe manifestement. Il y a toujours question de fusion et de courtoisie. Oui. On passe à l'Angleterre à présent. Exactement. Une autre gaffe et autre moment de solitude pour le président des États-Unis. Nous sommes en 2011. Barack et son épouse Michelle sont reçus par la reine Elisabeth II au palais de Buckingham. Et alors qu'il porte un toast à son hôte, le chef d'État fait une pause lors de son discours qui induit l'orchestre en erreur. L'orchestre qui entame ainsi l'hymne national britannique. As I propose a toast. To Her Majesty, the Queen, to the vitality of the special relationship between our peoples. Comme de coutume, la salle se lève, se recueille, tandis que le président, lui, continue donc son discours comme si de rien n'était, dans une solennité portée donc par God Save the Queen. Alors, on n'a pas tout le reste du discours, mais légère confusion tout de même à la fin de son speech, Obama. Comme dit Sandy, oh. Merci Betsabe. Alors, on a beaucoup parlé ces derniers jours des caricatures. On va à présent s'attarder au cas de la Birmanie. En Birmanie, les caricatures représentent une véritable renaissance d'un champ d'expression. Regardez. Des coups de crayon, symbole d'une liberté nouvelle. Pendant les décennies du régime militaire, ce caricaturiste birman a constamment tenté de contourner la censure avant d'être obligé de s'exiler. Aujourd'hui de retour, il fait partie de la bouillonnante scène satirique du pays, très active lors des élections de novembre, remportées par le parti d'Aung San Suu Kyi. Les dessins ont besoin de liberté. Plus il y a de liberté, plus un dessin est capable de parler et d'être créatif et donc d'avoir plus de sens. En Birmanie, les séquelles de décennies de junte militaire ne manquent pas et les sujets de satire non plus. Et la victoire de Suu Kyi est un nouveau test pour les caricaturistes. Sera-t-il possible de dessiner la dame de Rangoon, icône de la démocratie ?
Personnellement, je ne veux pas l'insulter avec de mauvaises reproches, mais je la critiquerai si son parti fait quelque chose de mal, alors qu'ils disent travailler pour le peuple. Après des années de censure, le public est avide de découvrir cette sorte d'humour, comme en témoigne l'affluence lors d'un festival de caricature à Rangoon. Les dessins peuvent stimuler le débat et permettre d'envoyer un message. Aujourd'hui, les gens voient les dessins comme un moyen de dire ouvertement ce qu'ils veulent. Mais certains sujets restent toujours tabous dans le pays. Se moquer de l'armée est toujours aujourd'hui totalement inconcevable. Allez, dernier hommage à présent, les funérailles de Michel Galabru qui se sont déroulées en l'église Saint-Roch à Paris. Jean-Paul Belmondo, son fils, Jean-Pierre Marielle, Robert Hossein, Jacques Balutin et bien d'autres comédiens étaient présents pour un dernier adieu. Vous voyez les images donc de cette immense émotion lors des obsèques de Michel Galabru à Paris hier. On va ouvrir à présent une page cinéma. Laetitia Loreni, bonjour. Alors on est mercredi, les sorties de la semaine. Qu'est-ce qu'il faut aller voir? Alors on est 8 mois après le Festival de Cannes, 3 jours après les Golden Globes, quelques semaines avant les Oscars. Eh bien il est enfin temps pour le public français de découvrir Carole, qui est le 6e film de Todd Haynes. Et c'est absolument inratable, un mélodrame carrément somptueux. C'est l'histoire de Carole donc, qui est incarnée par la forever fantastique Cate Blanchett. C'est une bourgeoise au bord du divorce et prisonnière so chic des fourrures et des luxueuses conventions. Mais dans Carole, il y a aussi Thérèse Bélivet, qui est incarnée par la fabuleuse Rooney Mara. 20 ans de moins qu'elle, elle préfère vendre des poupées et des trains électriques. Elle est la réincarnation d'Audrey Hepburn, un ravissement. Et alors va naître entre elles deux une histoire d'amour sulfureuse à New York dans les années 50. On va être plongé avec ce format 16, Super 16, comme l'a filmé Todd Haynes, comme on n'a pas imaginé New York depuis des années. Regardez. You seek resolutions because you're young, but you will understand this one day. You're always the most beautiful woman in the room. Therese Balabat. Carol. Tell me you know what you're doing. I never did. And then it changed. She's still my wife. I love her. I can't help you with that. À voir donc. Voilà. Un autre film, une autre proposition. À ne pas rater, pardon. Une autre proposition pour ces sorties. Un film peut-être un peu plus masculin. Voilà, tout à fait. Un peu plus de testostérone sur ce plateau. Vous l'avez peut-être vu pleurer et mettre la salle entière à ses pieds en recevant le Golden Globe du meilleur second rôle masculin. Sylvester Stallone, alias Rocky Balboa, is back. Voilà, il remet les gants pour son plus beau combat, celui de devenir le père de substitution du fils d'Apollo Creed, qui est mort sur le ring dans le deuxième Rocky. Alors ce dernier, le fils d'Apollo Creed, a la boxe dans le sang. Il décide d'être entraîné par le meilleur de sa catégorie, Rocky Balboa. C'est le jeune réalisateur Ryan Coogler, grand fan de la saga Rocky, qui signe cet opus. Regardez. This kid's been nowhere. He's never faced nobody. You don't know nothing about me. You a false Creed. You do this, you're going into a storm. What's wrong with you? Hey, somebody help! Rocky's sick. I found life in the darkest of times. If I break, I ain't gonna fix it. I found life. Everything I got is moved on, and I'm here. You're sitting there crying about nobody's around for you. I'm here for you every day. I'm standing right in front of you. Allez, un petit dernier pour la route, Voilà. votre coup de cœur? Coup de cœur, il faut absolument aller le voir s'il est disponible dans votre région. Ce film Night Fair du réalisateur français Julien Seri, c'est un film qu'il ne faut pas manquer, non seulement pour sa qualité, mais aussi pour supporter le combat de ce réalisateur qui se bat pour un cinéma français indépendant. C'est un genre très américanisé, effectivement, mais c'est quand même du boulot. C'est quelqu'un qui a mis toute son âme dans son film, avec le budget d'une boîte d'allumettes sur un tournage de Star Wars. Donc il faut absolument ne pas manquer
et Night Fair, un thriller ultra stylisé qui est vraiment palpitant. Et voilà, l'appel est lancé. Merci Laetitia d'avoir été avec nous. Alors, vous nous en parlerez sûrement en cinéma dans quelques temps. Sandy, on va parler avec vous d'El Chapo. Il va et il fait la une de nos journaux depuis une semaine déjà. Son histoire qui va faire l'objet d'une série télévisée. Exactement, alors des plans d'évasion dignes de Prison Break, une reine de beauté pour femmes, des mallettes remplies de dollars et du trafic de drogue. Pas étonnant que son histoire inspire les scénaristes. Une chaîne américaine prépare donc une série sur El Chapo, intitulée El Chapo Guzman, el varón de la droga. La série non autorisée, exactement, merci, sera diffusée sur une chaîne en espagnol du réseau Univision. Elle portera évidemment sur la récente évasion du baron de la drogue, mais pas seulement. La chaîne a annoncé vouloir creuser plus en profondeur la vie de cet homme. Alors, le projet est en cours depuis plusieurs mois déjà. L'écriture du scénario a été confiée à Andrés López López, un ancien membre du cartel colombien. Après un passage en prison, il écrit plusieurs ouvrages à succès, dont une biographie du baron mexicain, ainsi que plusieurs séries télé sur le trafic de drogue. On imagine donc bien qu'il connaît très très bien le sujet. La série devrait être diffusée d'ici la fin de l'année. Alors, une série biographique donc, qui n'a pas été autorisée pour autant par le principal intéressé. Exactement, mais pas sûr que le baron mexicain n'apprécie pas, puisqu'il avait accordé une interview à Sean Penn pour le magazine Rolling Stone, dans le but que son histoire inspire un jour un film. Alors c'est une idée qui a d'ailleurs beaucoup amusé Stephen Colbert, le présentateur du Late Show, qui postule pour jouer le rôle principal. On regarde. Yeah, see, I'm El Chapo, see? I run this here Mexico. You'll never take me alive, coppers. El bango bango. El bango bango. Ay caramba. Alors il faut dire que caramba. Il faut dire que depuis son arrestation, Joaquín El Chapo Guzman semble faire sensation, même son style vestimentaire est copié. Sur les images de l'interview dont on parlait avec Sean Penn, on le voit apparaître avec 2 chemises au style très original, des chemises qui s'arrachent depuis comme des petits pains. Pour le plus grand bonheur de la petite boutique de Los Angeles qui les commercialise, Barradas en profite même pour en faire la promotion sur le net, avec évidemment photo du trafiquant à la clé. Merci beaucoup Sandy. On attend donc la série. Allez, on va se détendre. Cette matinée qui a été mouvementée pour certains. On va parler de yoga. Je ne sais pas si vous en pratiquez, les filles, en tout cas en Israël. C'est en vogue, c'est très populaire et ça a même atteint un monde très fermé, le monde des ultra-orthodoxes. On va le voir dans ce reportage signé Fleur Citruc. Depuis 10 ans, Rachel et Avram enseignent le yoga au cœur de Beth Shemesh, une ville ultra-orthodoxe située près de Jérusalem. Au début, ils font face à de nombreuses résistances. Il y a des rabbins qui ne veulent pas entendre parler de yoga. Quand nous avons ouvert le studio, il y a des gens qui ont passé des coups de fil pour dire « N'allez pas là-bas, c'est mal, ne vous approchez pas de ça ». Le yoga a transformé la vie de Rachel et Avraham. La jeune Israélienne, originaire de Moscou, a 23 ans quand elle découvre cette discipline. Comme toutes les petites filles en Russie, je faisais de la gymnastique artistique. Quand je suis arrivée en Israël, j'ai essayé de nombreux sports, l'aïkido, la danse, tout me plaisait, mais pour le yoga, ça a été différent. Mon mari m'a emmenée à mon premier cours d'Iyengar Yoga et tout de suite, j'ai compris que c'était exactement ce dont j'avais besoin, que cette pratique répondait à toutes mes attentes. Le couple vit aujourd'hui selon les préceptes très stricts du courant hassidique Breslev. Petit à petit, leur message sur les bienfaits du yoga commence à passer autour d'eux. Les gens viennent d'abord chez nous parce qu'ils ont des problèmes de santé. Ils ont entendu parler d'un studio où les gens guérissent, se sentent mieux, où il y a beaucoup de succès. Alors ils viennent suivre un cours, faire des étirements, ils ont mal ici ou là, et puis tu leur expliques que la spiritualité passe aussi à travers le corps. Quand ils entendent ça, au début ils trouvent ça bizarre, mais quand ils l'expérimentent eux-mêmes, c'est différent. Petit à petit, ils viennent au cours pour d'autres raisons. Cette enseignante en études juives suit les cours de Rachel depuis 2 ans.
C'est la meilleure prof de yoga que j'ai jamais eue. Elle comprend le corps mieux que personne. En 20 ans, les choses ont beaucoup changé. Dans ma communauté, le yoga était considéré comme quelque chose d'étrange et aussi d'un peu suspect. 20 ans plus tard, c'est devenu tout à fait acceptable. Rachel et Avraham élèvent leurs 6 enfants dans le respect de la Torah et l'amour du yoga. Ils cherchent aujourd'hui des investisseurs pour construire un vaste centre de yoga à Beth Shemesh qui puisse dispenser ses bienfaits à toute la communauté. Ça vous dit les filles? Ça donne envie d'y aller. Imaginez les bouddhistes faire ça, ils peuvent pas avec leur tenue, les bouddhistes. J'adore ça quand vous pensez les filles. C'est toujours tellement décalé. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette édition, donc on va tout de suite se mettre au yoga. On se retrouve en tout cas demain, même heure et même chaîne. Allez.